cède la place et nous restons toujours avec l'honorable Sénat Ali Puy. Il est député à l'Assemblée nationale et nous sommes aussi en studio avec Magloire Teko Kenvi. Magloire, vous aviez une question pour le député. Ben, encore une fois, bonsoir au député. Je l'ai suivi religieusement dans son développement. C'est vrai que vous lui avez posé la question de savoir quels sont les rapports entre l'UFC aujourd'hui et les autres partis politiques. Moi, je voudrais reposer cette question, mais autrement. Quels sont les rapports que l'UFC entretient aujourd'hui avec l'ANC, plus précisément, monsieur l'invité? Ma gloire a marché sur ma langue. Honorable, vous avez le micro. Il faut dire que l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, c'est un parti frère. On a eu des incompréhensions par le passé. Et je ne pense pas que nous avons un problème particulier au jour d'aujourd'hui. Et bon, comme avec tous les autres partis, les relations sont cordiales. S'il y a des sujets d'intérêt commun qui nécessitent qu'il y ait des discussions, ces discussions-là ont lieu. Nous avons eu des discussions dans le cadre de la CNAP. Ça s'est relativement bien passé. Vous ne nous voyez pas, comme je le dis, dans les réseaux sociaux, étant la cible d'attaque ou attaquant d'autres partis politiques, signe que nous n'avons aucun problème avec personne. Monsieur Fabre est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la lutte pour la démocratie et l'alternance. À un moment donné, il y a eu des désaccords avec M. Olympio. Il a créé sa formation politique qui évolue. Nous respectons cette divergence d'opinion-là, mais c'est sans plus, il n'y a pas de problème avec l'ANC. Nous ne faisons juste pas la même lecture de la situation, et donc ça fait que nous n'avons pas la même approche pour aborder et régler les questions de nature politique. Sinon, il n'y a pas de problème entre nous. Alors, justement, on sait que c'est l'accord de 2010, si je ne me trompe pas, qui a été la pomme de discorde entre vous, puisque vous êtes des frères de lutte. Hein, en tout cas, jusqu'à en 2010. Et la dislocation, elle était arrivée justement parce que cet accord que l'UFC a signé avec UNI ou RPT à l'époque, c'était véritablement cet accord-là qui vous a divisé. Alors, moi je voudrais savoir, et si on vous demandait cet accord, si c'était à resigner, est-ce que l'UFC est prêt à signer à nouveau cet accord avec le parti au pouvoir? Absolument. Si c'était à refaire. Absolument. Vous voyez le climat d'apaisement dans lequel le Togo a vécu jusqu'en 2017, c'est attribuable à cet accord-là. Bon, il faut dire que nous avons perdu, on pensait avoir perdu en fait beaucoup de gens. Je me rends compte avec la tournée qu'on a faite qu'on n'a pas perdu tant de gens que ça. En fait, c'est qu'on a juste arrêté de travailler autant qu'on le devait pour garder nos gens mobilisés et leur expliquer la nouvelle dynamique. Donc si c'était à refaire, nous le referions. Moi, tout ce que j'aurais demandé à l'époque, pour éviter qu'on se soit scindé, s'ils n'étaient vraiment pas d'accord comme ils l'ont indiqué, ils auraient pu rester dans le parti et donner 6 mois au courant qui a signé cet accord pour dire, bon, on n'est pas d'accord, mais bon, exécutez-le. Et si ce que vous avez promis faire dans 6 mois, vous réussissez à le faire, donc vous avez raison, on vous accompagne. Sinon, on se retrouve à un congrès, on change l'orientation du parti et au besoin, on change de président par les mécanismes statutaires, c'est-à-dire par les élections, par un congrès. Mais brusquement comme ça, parce qu'on n'est pas d'accord, on a exclu le président, on a pris un certain nombre de mesures. C'est là où moi j'ai eu un désaccord avec eux. Mais c'est une chose du passé. Quelle maison n'a pas de problème? Bon, alors une question personnelle. Hein. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas en dehors de la lutte politique, est-ce qu'il n'y a pas de l'animosité entre vous lorsque vous voyez? Parce que quand on écoute les uns et les autres sur les médias, on a comme l'impression que vous êtes des ennemis en politique et dans la vie sociale également, vous ne vous adressez pas la parole. Non, pas du tout. J'ai assisté aux funérailles de la mère de, je crois c'est Isabelle Améganvi. On n'a pas de problème personnel. Je ne peux pas avoir de problème personnel avec eux. Comme quoi les hommes politiques se retrouvent toujours après. Oui, c'est-à-dire que vraiment, il faut qu'on se comprenne bien ce soir. La dynamique dans laquelle le président Gilchrist Olympio est, c'est de bâtir un état de droit. Il ne faut pas que l'espace démocratique, l'espace politique, soit confondu avec une arène politique.
Dans une arène, on est là pour s'affronter, se confronter, et donc c'est toute une autre dynamique. Nous voulons que ce soit un espace, on discute, on se retrouve autour de l'essentiel, et puis on avance. Bien. Alors, honorable perspective d'avenir. On a les élections régionales qui planent à l'horizon. Est-ce que vous vous préparez activement pour ces élections en dehors de la tournée que vous avez effectuée récemment? Absolument, nous nous préparons. Il y a un certain nombre de devoirs que nous devons faire pour être prêts. Vous savez qu'on ne va pas traverser l'océan Atlantique avec un radeau. Quelle qu'en soit votre bonne volonté, aux premières vagues ou aux premières tempêtes, c'est fini pour vous la compétition. Lorsqu'on veut peser politiquement, il faut se préparer. Nous avons beaucoup de travaux, de devoirs internes à faire. Maintenant que nous avons la preuve par 4 que nous sommes un parti d'implantation nationale et que les perspectives sont bonnes puisque nous avons de bonnes relations avec le parti au pouvoir et de bonnes relations avec le reste de l'opposition, maintenant il faut faire nos devoirs. Nos devoirs, je ne vais pas aller dans trop de détails puisque c'est des questions de cuisine interne. Il s'agit essentiellement de nous conformer à nos statuts en organisant assez rapidement un congrès pour reconduire le président Olympio à la tête du parti et mettre en place une équipe qui allie à la fois les vieux qui ont beaucoup d'expérience à apporter et des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, de nouvelles idées à apporter, trouver le bon équilibre pour pouvoir donner un peu plus de tonus au parti. Dans la mouture dans laquelle nous sommes en ce moment, dans la position dans laquelle nous sommes en ce moment, même si nous finissons nos devoirs, je ne suis pas convaincu que nous pouvons, à court ou à moyen terme, faire des miracles. Je veux voir notre parti recommencer à prendre de l'ampleur graduellement. Et qui sait, peut-être aux prochaines législatives, on est 7 maintenant, si on est 12, 15, 20. Bon, vous avez de l'ambition quand même. Mon ambition n'est pas démesurée. Parce qu'il faut savoir que chaque place que vous gagnez, c'est quelqu'un qui la perd. Nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est que on puisse avancer. Au-delà de qui a avancer raison, de façon rationnelle. Voilà. Et si vous avez 7 personnes à l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui, mais que les idées que ces 7 personnes-là ont, parce que c'est des gens peut-être bien formés, qui ont des têtes bien faites, permettent aux 91 députés de bien progresser, cela vaut mieux que d'avoir 20 moutons là-bas et puis vous êtes pris avec des querelles, on ne sait plus, des problèmes de discipline, on ne sait plus qui fait quoi. Donc, ce qui est important pour nous, c'est les résultats et l'influence. Alors, tant qu'on peut avoir des résultats un peu meilleurs que ce qu'on a eu et que nous pouvons toujours avoir cette écoute de la part du parti au pouvoir et du reste de l'opposition, nous, ça nous va. Nous n'avons pas de grandes ambitions à cette étape-ci. Nous revenons de loin. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale et il y a que nous avons nos confrères en ce moment en détention et la relecture du code de la presse votée à l'Assemblée nationale, c'est bien sûr par vous, pose problème en ce moment et des confrères journalistes commencent par réclamer cette relecture et au même moment, vous qui avez voté ce code-là, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que vous êtes allé accompagner le parti au pouvoir pour voter cette loi qui aujourd'hui crée des situations indélicates aux journalistes ou aux hommes et femmes de la presse de l'Ouest? Bon, je vais d'abord m'assurer que vous n'avez pas un bâton ou un objet dangereux ici pour me chasser de votre studio au cas où on aurait un désaccord. Nous n'allons pas vous chasser, c'est nous qui vous avons invité et nous n'avons pas de raison de vous chasser. Parce que je crois que nous aurons un désaccord parce que je ne fais pas la même lecture que vous sur la situation actuelle. Non, c'est juste une question posée. Moi personnellement, je ne pense pas que les journalistes devraient être en prison. Par contre, qu'est-ce qu'on appelle un journaliste? C'est quelqu'un qui va chercher de l'information, la vérifie, s'assure qu'elle est véridique avant de la diffuser. Sur les canaux. Sur les canaux, comme journaliste, il peut utiliser les canaux qu'il veut, plus ou moins. Bon, à partir du moment où il y a beaucoup d'invectives qui sont liées à cette façon de faire le journalisme, forcément il y aura des problèmes. Alors je crois qu'il faut qu'on dissocie les choses aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ce sont des journalistes qu'ils ont été arrêtés. C'est parce qu'ils ont traité des membres du gouvernement je crois, de voleurs. Ils ont utilisé des propos humiliants et dégradants. Moi-même, je suis passé par là. Ferdinand Haïté est venu dire sur les médias que je n'étais pas intelligent, que j'étais un bon à rien. Pourtant, je boucle 20 ans de carrière en finance, j'ai été directeur financier. Il n'a même pas une idée de ce que j'ai fait dans ma vie avant d'être député. Et pourquoi vous vous êtes plaint à l'époque? Pourquoi? Vous ne vous êtes pas plaint à l'époque. Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette affaire? Voilà quelqu'un qui a son journal,
pour peut-être avoir foule. Il pense qu'en insultant, les gens aiment ça, il va avoir de la foule. Bon, moi, ces insultes ne changent rien. Vous me déplacez d'ici, vous me mettez quelque estimez part. que c'était des insultes? C'était des insultes. Quand vous venez à la radio dire en public que je ne suis pas intelligent et que mon père a une tête pleine et que moi la mienne est vide, bon, forcément vous m'insultez. Si je devais me référer au code de la presse à l'époque, j'aurais fait fermer leur journal. Comme ça. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce que je gagne? Vous savez, si je suis en train de passer dans la rue et quelqu'un me traite de fou, est-ce que je vais commencer à me conduire comme un fou? Je le laisse. Ça, c'est moi. C'est son constat. Comme chrétien, si quelqu'un m'offense, étant donné que moi aussi je suis susceptible d'offenser d'autres, je pardonne. On passe à autre chose. Du haut de ce micro, quel est l'appel que vous avez à lancer quand même pour que ces journalistes-là qui sont en détention actuellement recourent à la liberté? C'est vous qui votez les lois à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tellement la liberté qui pose problème ici, c'est l'invective. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que la presse togolaise soit financée adéquatement. Au lieu qu'on vous donne 150 millions à vous partager par année, qu'on vous donne 2 à 3 milliards, que la HAC ait 4 à 5 milliards pour pouvoir mettre en place son plan stratégique. Et quand vous avez des moyens pour faire votre travail correctement, vous avez les moyens de bien vous former, forcément vous ferez un meilleur travail. Donc, si le travail est fait correctement, il n'y a pas d'affaire de prison dans cette affaire-là. Donc moi, je souhaite que la justice aille à son terme dans cette affaire-là, puisque les plaignants, peut-être à cette étape, s'ils n'ont pas encore décidé de pardonner, ce que je les encourage à faire, soit dit en passant, moi je n'aime pas que les gens soient en prison. Je ne pense pas que c'est un endroit qu'on souhaite même à ses adversaires ou à ses ennemis. Donc je souhaite que la justice fasse son travail correctement. Bon, si maintenant la justice a fait son travail et qu'ils sont reconnus coupables, bon, humainement, on se rend compte que, bon, si la justice dit qu'ils ont déjà tort humainement, on peut faire un geste pour les laisser rentrer chez eux, parce qu'ils ont des familles. Quand ils sont à l'arrêt comme ça, quand vous arrêtez une personne, c'est plusieurs qui sont punis. Mais au-delà de la justice et du souhait de voir tout le monde rentrer chez lui, pas seulement Ferdinand Ité et Joël Lega, mais également peut-être Jimo Oré, qui doit avoir compris que c'était une mauvaise idée de venir insulter les institutions togolaises, la France. Un geste, de toutes les façons. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est le chef de l'État qui a le pouvoir de grâce. Vous avez dit, et il l'utilise souvent. Donc, vous avez dit le chef de l'État, il va être, nous allons synchroniser pour le passé, il va prononcer son discours à la nation pour présenter ses vœux à la population togolaise. Et c'est parti technique, pendant que les techniciens s'activent pour que nous puissions avoir le chef de l'État qui puisse intervenir également dans cette émission comme invité pour présenter ses vœux. Et nous osons croire que Tagay Senam et Djobo Khaled Denis Degoué font de leur mieux et que tout va se mettre en place et en ordre tout de suite. Et nous attendons vivement ces vœux au cours duquel ou desquels nous espérons avoir de très bonnes nouvelles ou des effets d'annonce qui donneront le sourire aux Togolais lambda, Togolais qui attend beaucoup de choses de ces dirigeants. Et pendant que la technique s'active toujours pour nous mettre en lien avec ce discours qui traîne à venir, nous allons continuer notre émission en attendant. Et lorsque les choses seront bien mises en place, mesdames et messieurs, nous pourrons démarrer et nous pourrons vous faire écouter le président de la République. Alors, le président de la République, nous avons... c'est bon? Est-ce que c'est bon? Djobo Khaled me rassure. Tagay Senam, est-ce que vous me rassurez que le président de la République peut être écouté par les auditeurs en ce moment? Si c'est le cas, je vais faire arrêter mon micro. Pendant que, oui, éternel, que l'Éternel bénisse le Togo, mais pendant que l'Éternel, nous prions pour que l'Éternel bénisse le Togo, nous allons continuer en attendant que tout ne soit fait. Alors, Magloire Teko Kenny, cette année 2021 est une année, je ne vais pas dire dramatique, mais nous avons perdu un certain nombre de personnalités de ce pays
en fonction, Nakpa Polo nous a quittés le 16 août 2021 et en tant que présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfo, est également parti, c'était le 30 juin, et nous en étions là lorsque Ephraim Tiklonou également nous a quitté, ce syndicaliste patenté, secrétaire général de la coordination des cadres du Togo, et coordination générale des cadres du Togo, CGCT, et le 8 décembre dernier, nous avons perdu Mounia Tchangaï, artiste de la chanson togolaise, et pendant que son décès nous est annoncé, nous sommes obligés d'aller également enterrer Maître Yaobi Agboibo, président du CAR, ancien Premier ministre du Togo, ancien bâtonnier des avocats du Togo et également ancien président de la CNDH. Magloire Teko Kebi, est-ce que cela ne fait pas trop pour notre pays qui a perdu des personnalités cette année? Est-ce que cela ne fait pas trop? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que le philosophe l'a déjà dit, que lorsqu'un homme naît, il est déjà assez vieux pour mourir. Maintenant, le plus important, la question que chacun devrait se poser, c'est que est-ce que lorsque je suis né, durant mon séjour sur Terre, est-ce que j'ai été utile à mon pays? Est-ce que j'ai été utile à ma société? Est-ce que j'ai été utile à ma communauté? Alors, est-ce que pour vous, Magloire Teko Kebi, ces personnalités que nous venons de citer, pour vous, en tant que journaliste, ont été utiles pour notre pays, le Togo? Évidemment, toutes ces personnalités-là, je me dis, chacun d'entre eux a réussi à gravir les échelons jusqu'à arriver au niveau où ils étaient, je crois que ce n'est pas un fait en soi. Il a fallu de longues années de sacrifice et qu'à un moment donné, on ressent en eux, n'est-ce pas, cette capacité-là d'apporter un plus au développement de ce pays. Quand je prends le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Hadji Abbas Bonfo, c'est quelqu'un qui a été quand même président intérimaire du Togo et il a apporté sa plus, enfin son plus, sa pierre à l'édifice national, même si après, selon les indiscrétions, on ne lui aurait pas reconnu justement ce statut-là, ce qui ne l'a vraiment pas plu selon les indiscrétions. Je crois quand même qu'à un moment donné, il était là, il a apporté un plus, n'est-ce pas, à l'histoire de ce pays. Maintenant, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de Madame Nakpa Polo, par exemple, sa nomination, vous vous rappelez, intervenait dans un contexte où il s'était agi, n'est-ce pas, de donner, de fouetter un peu la politique du genre au Togo, où on se disait, une femme à la tête d'une institution de la République, ça ne vient quand même pas tous les jours. Comme la CNDH. Évidemment, une institution qui est censée promouvoir les droits de l'homme au Togo. Et quand vous savez que notre pays, le Togo, a été en marge ou du moins blackouté durant plusieurs années parce que justement pour déficit de démocratie et de respect des droits de l'homme. Et de respect des droits de l'homme, il a fallu, n'est-ce pas, que des hommes et des femmes travaillent pour relancer cette dynamique-là. Et je crois que cette dame-là, paix à son âme, faisait partie de ces acteurs-là qui ont permis au Togo de renouer un peu avec le concert des nations. Mais en tant que journaliste, ce qui m'a encore plus épaté lors de son court passage à la tête de cette CNDH-là, c'est que Madame Nakpa Polo a réussi, n'est-ce pas, à sortir des rapports qui ont réellement titillé un peu les autorités publiques, les pouvoirs publics. Je me rappelle de ces incidents-là où il s'était agi, n'est-ce pas, de l'embâtiment suivi de mort d'un certain nombre de braqueurs, où on avait annoncé, la police, en tout cas la police avait annoncé que ces braqueurs ont trouvé la mort parce qu'ils voulaient attenter à la vie des éléments de force de défense qui étaient à leur trousse. Mais le rapport de la CNDH a révélé que c'était carrément autre chose. Ce qui s'est passé était autre chose que ce que révélait, n'est-ce pas, le rapport de la police. Pour moi, pour une institution étatique comme la CNDH qui produit un tel rapport, c'est courageux.
Cela veut dire que c'est une institution qui s'est faite remarquer comme indépendante. Évidemment. Or, parlant justement de cette institution, on sait qu'en 2012 ou en 2011, par exemple, il y avait eu ce débat-là qu'on intitulait l'affaire Kofi Kunté. Et l'affaire là, tout le monde la connaît. C'était né, n'est-ce pas, d'un rapport que l'ancien président de la CNDA avait estimé que ce rapport avait été retouché, tripatouillé par les autorités publiques, ce qui ne lui a pas plu. Et il a dit, et la suite on la connaît. Aujourd'hui, il a le statut de réfugié parce que à un moment donné, il a dit que sa vie était en danger. Maintenant, par après, Madame Napapolo a eu quand même ce mérite-là, hein, de produire ces rapports, comme je l'ai dit, qui ont réussi à titiller les autorités publiques. Ce n'était pas évident, mais il a eu ce courage, il faut le lui reconnaître. Malheureusement, comme on le dit, les bonnes choses ne durent jamais. Elle a quand même fini son premier mandat, les tractations étaient en cours pour relancer, n'est-ce pas, le processus menant à l'élection à la tête, n'est-ce pas, de cette institution quand il a plu au Seigneur de la rappeler auprès de lui, paix à son âme. Mais comme je l'ai dit, chacun fera son bilan à son niveau. Mais le plus important pour moi, c'est que quand vous voyez un peu les hommages qui, qui ont eu lieu dans le pays, c'est que vous vous rendez compte que quand même la perfection n'est pas de ce monde. Mais cette dame, elle a réussi quand même à écrire de belles pages de l'histoire, à un moment donné de l'histoire de ce pays. Et c'est ça le plus important parce que quoi que vous fassiez, vous ne ferez jamais l'unanimité sur Terre. Mais tâchez-vous à faire en sorte que, au moins, que la majorité parle en bien de vous. Parce que, n'oublions pas, dans ce même pays, il y a eu des cas de décès de personnalités, mais qui, on va dire, plus d'un, vous voulez dire? Pas réjoui en tant que tel, mais ça ne, les gens ont affiché plutôt une certaine indifférence, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc la leçon que je tire de ces épisodes-là, c'est que chacun à son niveau doit faire un effort pour essayer d'être utile à son pays, à sa communauté. Tout ce que nous avons à faire sur cette terre, tâchons-le à le faire bien. C'est le plus important. Le reste, la postérité témoignera de nos actions sur terre. Alors, honorable Ali Puis, vous également à l'Assemblée nationale, vous avez perdu des collègues députés. Effectivement, nous avons eu à enterrer cette année, outre l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Perret, nous avons eu à enterrer l'ancien président du Togo également, El Hadj Abbas Bonfo, je salue la mémoire. Et vous notez qu'au niveau de la CNDH, c'est deux personnes de la CNDH qu'on a enterrées cette année. D'une part, Nakpa Polo et Maître Boibon, dont je salue également la mémoire. En ce qui concerne Nakpa Polo, je garde un très bon souvenir d'elle, une personne très chaleureuse, compétente, rigoureuse. Vous connaissez la dame? Oui, je la connaissais, et très gentille. C'est une perte pour le Togo. Mais bon, je pense que Kanté, qui est la zone d'où elle vient, va donner au Togo d'autres personnes tout aussi valeureuses ou valeureuses pour contribuer au développement de notre pays. Et donc que Dieu les accueille dans son royaume, que leurs œuvres les accompagnent. Merci, merci honorable. Sur le plan politique, nous l'avons évoqué, sinon effleuré, et c'est cette année également que l'Assemblée nationale a voté le projet, sinon des projets de loi, dont 3 projets portant modification de la loi sur les libertés de manifestation publique, du code électoral et de la loi sur la décentralisation suite aux conclusions des travaux de la concertation nationale des acteurs politiques CNAP. Est-ce que vous avez accompagné le parti au pouvoir présent à l'Assemblée nationale pour voter ces lois ou vous avez émis des objections? Oui. J'aime beaucoup le terme que vous utilisez, hein, accompagner, comme si nous ne pouvions pas marcher de nous-mêmes pour aller vers ce qui est bien pour le Togo. Non, très sincèrement, nous n'avons fait que valider en aval ce que nous avons mis en place en amont. Nous avons été à la CNAP et participé aux travaux. Et c'est ce que nous avons décidé là, qui est arrivé à l'Assemblée. Donc, bon,
ce que tu as accepté le matin, si ça arrive le soir, toujours la même personne, tu ne vas pas refuser. Donc c'est ce que nous avons fait. Et c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'on comprenne que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une demi-journée. C'est comme un bâtiment à plusieurs étages, brique après brique. On ne peut pas faire le troisième étage si on n'a pas encore fini le premier étage. Donc, il faut vraiment qu'on soit patient et qu'on comprenne que les processus électoraux vont s'améliorer avec le temps et qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Moi, je regrette vraiment que certains partis aient boycotté l'élection législative parce que le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes le meilleur cuisinier qu'il y a dans la ville et refuser d'aller dans la cuisine. Je ne sais pas comment... Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense que tout le monde a appris de ses erreurs et que la prochaine fois, tout le monde va participer. Que si Dieu le veut, nous serons donc plus nombreux, un équilibre plus intéressant pour continuer à faire avancer le pays. Alors, parlant justement des élections auxquelles devront participer les acteurs politiques pour pouvoir être à la cuisine, comme vous caricaturez si bien, et vous avez contribué à voter le code électoral. Ce code électoral voté par l'Assemblée nationale cette année, selon vous, est-il bon pour nous, Togolais? Oui, absolument. Réellement bon? Vous savez, dans le fond, il n'y a rien de fondamentalement mauvais. Tout ce que nous avons à notre disposition, c'est nous qui décidons si nous allons l'utiliser pour avancer ou bien pour reculer. Comme le couteau. Le couteau en soi-même n'est pas une mauvaise chose. Si vous décidez de l'utiliser pour couper les oignons, les tomates, pour faire des repas, vous voyez l'utilité du couteau. Maintenant, si vous décidez d'utiliser le couteau pour poignarder votre frère, c'est toujours le même couteau. Donc ça dépend au fait de vous. Nous avons voté des lois pour que dans les bureaux de vote, chacun puisse avoir ses résultats. Au niveau de la CELI, chacun puisse avoir son PV. Parce que si je viens ici, je vous dis que j'ai gagné. C'est bien beau. Où est le PV? Il n'y a pas de PV. C'est ma parole contre la vôtre. On va juste dire que comme ceux-là sont au pouvoir depuis 5 ans ou 10 ans, donc par défaut, ils sont automatiquement éliminés. Non. Ils sont aussi très bien implantés comme parti politique. C'est le plus grand parti du pays en ce moment. Alors nous, ce que nous disons, c'est que on ne va pas dire que comme, pour revenir à mon histoire de poule de football, on ne va pas dire que comme le Togo se trouve dans la même poule que la France, le Brésil et l'Allemagne, ce n'est même pas la peine que le Togo dispute les matchs, qu'ils peuvent déjà rentrer à la maison. Non. C'est avec les règles du football que le Togo va disputer les matchs. Et même si c'est 20-0 qu'on doit prendre, bon, on joue le 20-0. À la prochaine compétition, peut-être on aura 15-0, 10-0. Et qui sait, peut-être un jour on peut gagner. Bien, alors vous avez contribué à voter également les lois, la loi sur les libertés de manifestation publique. Et aujourd'hui, on dirait que le Togo ne peut plus connaître de manifestations publiques. Et comme le diraient certains acteurs, si Covid n'avait pas existé, le Togo aurait inventé la Covid pour que des manifestations, des rassemblements ne se fassent pas. Et ceux qui ont voulu tenter de se rassembler ont vu purement et simplement leur demande d'autorisation rejetée ou refusée. Est-ce que vous ne contribuez pas, par exemple, au maintien de notre pays dans la dictature, comme le relèvent certains acteurs politiques, en contribuant à détruire ou à dénaturer la loi sur les manifestations publiques qualifiée de loi Bojona et qui aujourd'hui semble être plus corsée? Il ne faut pas que nous utilisions des mots qui sont plus gros que nous-mêmes. Je pense que si on parle de dictature, on va un peu loin. C'est ce que vous, les acteurs politiques, vos camarades de l'opposition disent ici et là, et c'est sûr de tout le monde. Bon, maintenant, je vais vous rejoindre donc dans la barque de la dictature en disant que la dictature dans laquelle nous sommes ici au Togo, c'est la dictature de la majorité. Autrement dit, c'est la démocratie. Puisque la démocratie est définie comme telle. Voilà, mais plus sérieusement, je vais vous donner justement, vous avez touché un point important, la loi sur les manifestations publiques. Lorsque nous avons voté cette loi-là au mois d'août 2019, on nous a tellement insulté le lendemain. Moi-même, on m'a lavé avec de l'eau de Javel. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous avons fait de si mauvais? Alors, à un moment donné, je crois que c'est l'organisation Togo Debout qui a organisé, avec d'autres associations de la société civile, une activité au César de Tocoin. Alors, j'ai dit, bon, comme on dit que ce qu'on a fait là, c'est mauvais,
je vais aller m'asseoir là-bas comme un citoyen lambda pour écouter qu'est-ce qu'ils nous reprochent au juste, qu'est-ce que nous avons fait qui n'est pas bon. J'ai passé l'après-midi au César là-bas et j'ai écouté. Je n'ai pas demandé la parole ni parlé. Je suis venu comme citoyen simple. Je ne me suis pas identifié comme député. Je me suis assis dans la salle comme tout le monde, au milieu quelque part. Impeccable. Et j'ai tout suivi, du début jusqu'à la fin, pour voir si au moins parmi ces universitaires-là, quelqu'un allait nous faire une démonstration en disant que cet article-là, nous trouvons que ce n'est pas bon. On aurait pu le remplacer par quelque chose comme ça qui garantit mieux. C'était juste tout ne va pas, le Togo est un pays maudit. Bon, vraiment des histoires. Alors on est sorti de là sans... Je ne pouvais pas, avec ce qu'on a accouché de là, aller voir quelqu'un et lui dire, bon, vous savez, nous avons voté cette loi-là, mais les autres là ont fait telle réflexion. Je pense que si on modifie ça, ce que nous avons fait là peut être corrigé ou amélioré. C'est juste les mêmes histoires. Mais sérieux, est-ce que vous avez entendu des Togolais dire que le Togo est un pays maudit? C'est une façon de parler. Ce qu'ils disent n'est pas bien loin de là. Ils veulent vous faire croire qu'ici, rien ne va. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais on ne pointe pas son village de la main gauche. Donc c'est pour vous dire Comme on le dit chez nous. Comme on le dit chez nous. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien eu d'articulé. Pour dire que bon, on n'est pas d'accord, on veut que ça change. Je pense qu'ils étaient même en train de parler d'une affaire de 1000 signatures ou de je ne sais pas quoi. Toutes ces histoires-là, ça a été juste des réactions émotives sans lendemain. Alors que si c'est la démocratie que nous voulons, il faut une approche structurée. Si je dis que ce que tu dis là, ce n'est pas bon, je dois pouvoir argumenter et proposer autre chose. De façon à moi qui ai fait ce qui n'est peut-être pas bon, à avoir à réfléchir et à voir s'il y a matière à modification. Et argument contre argument, idée contre idée, on arrive à trouver peut-être un compromis ou une meilleure formule que ce que nous avons initialement fait. Et si c'était le cas, je vous assure que nous aurions réintroduit une proposition de loi pour modifier ces choses-là. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on en reparle, on dit qu'on nous a interdit de manifester. Nous-mêmes, je vous montrais les photos. Pourquoi nous n'avons pas fait de grandes manifestations? Parce qu'il y a des lois en vigueur en ce moment avec la Covid qui disent que vous ne pouvez pas être plus de 20 ou 30 personnes. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que j'allais venir dans toutes les radios pour commencer à crier que oui, comme parti politique, chef de file de l'opposition, nous sommes bâillonnés, nous ne pouvons pas faire des activités politiques? Non. Nous nous sommes adaptés au contexte. On dit vous ne pouvez pas être 50 ou 100. Donc dans ces conditions-là, si on doit aller voir nos gens, qui peut-on aller voir? On va prendre les cadres, 2 par section. On se retrouve avec 20, 25 personnes. On demande les autorisations. On les a. Quand tout est en ordre, il n'y a aucune raison pour laquelle quelqu'un va te refuser quelque chose. Bien. Alors, Magoula Teko Kenvi a une question pour vous. Oui. Et lorsque vous aurez fini de répondre à cette question, nous allons permettre aux auditeurs de nous appeler. D'accord. Oui, honorable député Sénat Lipuy, c'est vrai que vous avez fait votre développement, je l'ai suivi. Vous avez exprimé en tout cas une certaine manière de dire qu'au niveau national, par exemple, on n'a pas pu vous convaincre, n'est-ce pas, sur le caractère peu démocratique de cette mouture que vous avez eu à voter à l'Assemblée nationale. Mais je me rappelle que le comité des Nations Unies pour les droits de l'homme, par exemple, a eu à revenir sur le cas et a fait comprendre au gouvernement togolais que la mouture actuelle, en tout cas jusqu'à la dernière lecture de cette loi-là, n'était pas du tout convenable à une démocratie ou à une démocratie comme celle du Togo. Et je crois que le gouvernement même a dit avoir pris acte et qu'il s'emploierait à revenir, quitte à recorriger un peu ce qu'il y a à corriger. Alors, si tel est le cas, est-ce qu'à votre niveau, en tant que député, vous ne sentez pas peut-être que vous avez failli quelque part en cautionnant justement cette mouture-là qui a été remise en cause par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies? Bon, il y a 2 choses qui sont intéressantes ici. Si j'entre dans ce studio-là et je dis, monsieur David, rendez-moi ce que vous m'avez volé. Et je ne peux ni nommer ce que vous m'avez volé, ni le quantifier. Vous allez, même si vous ne m'avez rien volé, que vous décidez de me satisfaire, vous allez me satisfaire comment?
Il ne s'agit pas seulement de dire que ce que nous avons fait n'est pas bon. Dites-nous ce qui exactement n'est pas bon et proposez-nous ce que vous voulez qu'on utilise pour remplacer ce que nous avons fait que vous jugez pas bon. Maintenant, le deuxième volet de la réponse à votre question, c'est que nous avons eu une concertation nationale entre acteurs politiques. Donc nous sommes revenus sur cette loi-là. Il y a eu 21 partis qui ont été invités, dont 17 présents, éventuellement 16, qui ont revu cette loi-là, qui ont donc 16 différents partis politiques avaient la possibilité de faire des amendements à cette loi-là. Et après avoir fait 6 mois ensemble et passer cette loi-là au peigne fin également, c'est la modification que nous venons de faire concernant les horaires qui ont fait l'objet d'un consensus. Et nous avons donc modifié. On dit, avant vous pouviez manifester de 6h à 22h. Quand nous avons changé, on dit c'est maintenant de 13h, je crois, à 18h ou quelque chose comme ça. Et maintenant, je crois qu'on est passé de 10h, je crois, à 18h ou 17h. Donc ça, c'est le fruit d'un consensus. Donc là, c'est que, on a vu que de 13h à 18h, là, c'était pas bon. Et d'autres ont proposé d'autres horaires. On a discuté, on a ajusté. Mais si tu viens seulement, tu me dis, mon ami, tout ce que tu fais là, c'est pas bon. Toi-même, tu n'es pas bon. Bon, je vais changer quoi? Je vais me suicider. Honorable Alice, c'est justement un autre cas de figure. Voilà le gouvernement qui se rend à l'Assemblée nationale pour demander le rallongement de l'état d'urgence pour 3 mois. Et vous, les députés à l'Assemblée nationale, vous avez allègrement trouvé qu'il faut donner plutôt 6 mois au gouvernement au lieu de 3 mois, pendant que les Togolais disent être trop sous le poids de cet état d'urgence. Qu'est-ce qui a pu vous amener à vous comporter de la sorte? Ça, c'est une question vraiment, vraiment pertinente. Et vous posez vraiment une bonne question. Vous êtes de l'opposition. je ressors tout simplement pour vous ce que nos populations se disent entre elles ou se posent comme question. Non, c'est une question tout à fait légitime. Il faut comprendre qu'au moment où nous avons prolongé l'état d'urgence à 12 mois, nous étions sur une pente ascendante. Nous avions dépassé le cap des 3000 cas, je crois. En tout cas, nous étions au niveau des cas, c'était assez élevé. Et ça faisait déjà 3-4 fois que nous étions venus pour prolonger. On dit 6 mois, on vient, on fait 3 mois fois 2, 6 mois, 6 mois. On prolonge, on prolonge. Au moment où les cas sont en train d'augmenter, est-ce qu'on va laisser ça à 6 mois ou bien on donne 1 an? Et si maintenant la situation s'améliore rapidement, on revient et puis on annule l'état d'urgence. Donc, quand on dit que c'est 12 mois, ça ne veut pas dire que ça va forcément être 12 mois. On dit au lieu que tous les 3 mois tu viennes demander ou tous les 6 mois tu viennes demander, on te donne un peu. Comme nous sommes sur une pente ascendante, on a beaucoup de cas, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on te donne 1 an. Si la situation s'améliore, on lève l'état d'urgence, on peut le lever ce soir. Vous voyez. Donc, mais je tiens à dire que je compatis beaucoup avec les populations. La vie chère, nous la vivons. Nous sommes d'ailleurs les premières victimes parce que quand les gens n'ont pas d'argent, honorable, ici vraiment le budget est mort, est-ce que tu peux faire un geste? Donc nous ressentons la vie chère nous-mêmes et nous la ressentons pour tous ces gens-là qui nous appellent et vers qui nous devons avec qui nous devons partager nos maigres ressources. Donc ne soyez pas sous l'impression que nous prenons des mesures punitives et que nous-mêmes nous sommes bien et que les autres souffrent et qu'on prend un malin plaisir à augmenter un peu la température du feu chaque fois. Nous aussi, nous sommes dans la casserole. Donc nous sentons aussi la chaleur. Et comme je dis, on a donné 12 mois. Si justement, le gouvernement, pour rectifier, le gouvernement a demandé 6 mois, vous avez dit 12 mois. Donc vraiment, ce n'est pas des choses vraiment qui sont importantes. Moi, par contre, ce que je me serais attendu comme question de votre part, c'est que faisons-nous pour vraiment alléger le fardeau sous lequel pleurent les populations en ce moment, parce que vous savez que l'inflation est en train de faire des ravages. Moi, j'ai parcouru Lomé, je vois qu'on ne dirait pas qu'il y a une fête. Et c'est des choses qui nous préoccupent en ce moment, sur lesquelles nous travaillons. Mais peut-être que... La question va arriver vers la fin de l'émission, c'est ce que nous avons prévu pour vous. Mais Magloire Teko Kemi va vous poser d'abord une autre question. Pendant ce temps, je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment qu'un seul numéro est mis à disposition, à leur disposition,
pour nous contacter ou rentrer dans cette émission, je vois qu'Aled et le disent d'appeler sur le 70 46 52 92, l'autre ligne 22 22 17 76 étant en dérangement. Alors, Magloire, allez-y pour votre question. Oui, ma question porte sur le même sujet. Honorable député, j'avais posé presque la même question au ministre de la Communication, avec qui j'avais partagé le plateau à l'époque. Il avait donné sa réponse qui ne m'a pas trop convaincu, mais je vous la repose. Si je présume que si le gouvernement vous demande une prolongation de 6 mois, je présume que c'est en concertation avec le conseil scientifique, avec la coordination nationale de lutte contre la Covid. Est-ce que c'est la résultante, n'est-ce pas, de cette osmose-là entre les trois entités qui a abouti justement à cette proposition de 6 mois? Alors, si à votre niveau, vous pensez que les 6 mois devraient être plutôt prolongés à 12 mois, alors est-ce à dire que toutes ces entités, y compris le gouvernement, ne mesurent pas l'ampleur de la situation, ou alors c'est vous les députés qui appréciez mieux la situation plus que le gouvernement et le conseil scientifique avec la coordination nationale de lutte? Donc, la question que vous posez, quelle qu'en soit la réponse que je vais donner, je vais offenser des gens. Parce que soit il faut accuser le gouvernement, ou bien il faut accuser mes collègues. Je vous la pose quand même. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, nous sommes de l'opposition. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement s'est organisé avant de demander 6 mois. Ça, c'est leur cuisine interne. À la limite, peut-être le parti au pouvoir, le parti majoritaire a été peut-être impliqué, je n'en sais rien. Ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée. Nous sommes parti d'opposition. On est là, on dit, ah, on va mettre l'état d'urgence. Ils sont venus, ils ont demandé 6 mois. L'opposition, nous, on sait que c'est 6 mois qu'ils ont demandé. On sait que les populations souffrent. Eux aussi savent que les populations, c'est dur pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous suivez le film de ce jour-là, nous avons demandé une pause pour nous concerter. Il y a eu une suspension. Il y a eu des suspensions des séances. Justement parce que nous cherchons une solution. Il semblait que ça a fâché véritablement. Moi, je ne sais pas, je n'ai vu personne de fâché. Et moi-même, je n'étais pas fâché, donc vraiment, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand on s'est concerté, 6 mois ou 12 mois, comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire que lui, il vient, il demande 6 mois. À tout moment, il revient, il demande 6 mois. On est sur une pente ascendante. À ce moment-là, on est à 3 000 allant vers 4 000. On ne sait pas si dans un mois, on sera à 7 000 ou à 10 000. Est-ce qu'on pourra même avoir peut-être le quorum pour revenir là, pour faire toutes ces manœuvres-là? Comme on a déjà fait 1 an et demi dans cette affaire-là, il vaut mieux lui donner 1 an. Si au bout de 2 mois, 3 mois, il voit que la situation est sous contrôle, on n'a plus besoin de maintenir les Togolais sous l'état d'urgence, on lève l'état d'urgence automatiquement. Mais si dans cette période de 1 an-là, ça monte, ça descend, comme vous voyez, début octobre, on a atteint 4 900. Fin octobre, on est redescendu à 93. On aurait pu lever l'état d'urgence. Mais regardez maintenant, on est à 3657, je crois, 3057 cas ce soir. Je vais être précis, 3057 cas ce soir. Donc, en l'espace d'un mois, on a multiplié le chiffre par près de 30. Donc, cette affaire-là n'est pas finie. Donc, il vaut mieux vous donner un long délai. Et si on finit plus tôt, on écourte la procédure en elle-même. Ce n'est pas parce qu'on a donné 1 an que ça sera forcément 1 an. Et je vous en prie, ne polémiquons pas sur ces choses-là. Regardons plutôt pendant ces 1 an-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les Togolais à l'aise? Est-ce qu'il faut leur donner un autre novici? Est-ce qu'il faut réduire la TVA? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut subventionner certains produits de première nécessité comme l'huile, certains produits pour les mettre à l'aise? Je pense que c'est ça qui est le plus important. Gardez le micro pour répondre justement à cette question parce que l'huile a connu une augmentation apparemment exagérée pendant que les Togolais ont besoin d'huile pour cuisiner et nous sommes en fin d'année, les fêtes sont là, les Togolais doivent fêter également mais malheureusement n'arrivent pas à joindre les deux bouts et les denrées alimentaires, une femme se plaignait aujourd'hui, je l'ai écoutée, elle dit lorsque vous allez au marché aujourd'hui et que vous demandez le prix d'une denrée alimentaire et que vous partez pour retourner le lendemain, c'est que vous arrivez, vous constatez qu'il y a une augmentation. Qu'est-ce que vous faites, vous, députés,
particulièrement ou singulièrement député ou membre du parti politique de l'Union des forces du changement pour que cette population-là soit soulagée, puisque vous êtes à l'Assemblée nationale? Alors justement, vous posez une bonne question parce que nous sommes jeudi aujourd'hui. Nous avons adopté le budget mardi. Nous avons eu une longue discussion avec son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Sani Yaya, sur la question. Parce que c'est vrai que quand on est dans une situation pas comme celle dans laquelle nous sommes, on peut utiliser la monnaie pour essayer d'influer sur le cours des choses. On peut utiliser le budget pour essayer d'influer sur le cours des choses. Ou il y a des mesures opérationnelles qu'on peut prendre pour essayer de voir comment est-ce qu'on gère la situation. L'inflation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, vous m'excusez, je vais enlever ma casquette de politique pour qu'on parle d'économie ou de finances. Puisque c'est votre domaine. Oui, l'inflation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment a plusieurs causes. D'une part, nous sommes rentrés, pas encore en récession, mais avec le choc exogène que nous avons suivi qu'est la Covid, nous nous sommes retrouvés dans une situation où la Banque centrale doit injecter beaucoup d'argent dans nos économies pour éviter qu'elles ne s'effondrent, parce que les recettes fiscales ne tombent plus, toutes ces choses-là n'entrent pas comme elles devaient rentrer. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans nos économies, et bien entendu, c'est une chose qui crée de l'inflation, ou augmentation des prix, si vous voulez, d'une part. D'autre part, il y a plusieurs containers, il y a plusieurs raisons liées à la crise elle-même qui font que les coûts de transport ont augmenté. Le conteneur que vous envoyez peut-être du Canada ou des États-Unis vers le Togo, peut-être pour 3000 US dollars, il y a 1 an ou 2 ans, pour l'envoyer maintenant, il faut débourser peut-être 2-3 fois cet argent-là. Cela affecte automatiquement le prix. Puisque même si la personne paie le même douane, il doit nécessairement répercuter son coût de transport dans le prix de ce qu'il vous vend. Beaucoup de conteneurs ont été réquisitionnés pour servir d'hôpitaux, pour servir de morgues dans certains pays liés à la Covid. Donc cette situation-là, liée au coût de l'augmentation des coûts dans la logistique, entre autres, impacte les prix, puisque nous sommes des pays qui importons quasiment tout. Donc, maintenant, sur le marché, il y a une forme de raréfication de certains produits vivriers. Vous constatez que les Togolais s'adonnent maintenant beaucoup à la culture du soja et de d'autres choses parce que c'est plus rentable. Au détriment des produits céréaliers qui au même moment enfin, duquel ou desquels les Togolais vivent, maïs, riz, haricots. Donc l'offre étant en chute, c'est-à-dire l'offre étant, la quantité de maïs et de toutes ces choses étant faible, automatiquement le prix augmente. Bon, même si le gouvernement décide de contrôler et qu'on fixe des prix et tout cela, il y a la spéculation par les pairs, c'est-à-dire que je vends au marché, j'estime qu'il faut que je vende mon bol de maïs à 800 francs. À partir du moment où je le mets à 800, les autres aussi le mettent à 800 pour ne pas perdre. Effet d'entraînement, ils le mettent à 800 pour ne pas perdre. Parce qu'ils disent que, ben écoute, si je ne vends pas mon bol à 800, presque tout coûte plus cher. L'huile coûte plus cher, les tomates, je vais faire comment pour aller acheter? Donc, il augmente parce qu'il y a une inflation généralisée. Donc, c'est de la spéculation. Qu'avez-vous dit à le ministre Sani quand il était à l'Assemblée pour qu'il puisse agir? Moi, ce que je lui ai demandé, c'est de voir est-ce que la Banque centrale ne peut pas nous aider autrement pour pouvoir régler la question de l'inflation. Mais il m'a donné une réponse qui est bonne parce que si on poursuivait la réflexion plus loin, nous sommes toujours en crise. La Banque centrale a toujours besoin de continuer à injecter beaucoup d'argent dans nos économies. Moi, personnellement, comme libéral, nos préoccupations, c'est la baisse de l'inflation et du déficit public, de l'endettement. Mais dans une situation de crise comme celle dans laquelle nous sommes, où vous prenez un pays comme le Togo, dont le tissu économique, en tout cas au niveau du secteur privé, est de vraiment faible, modeste, et donc le gouvernement ne peut pas dire que, bon, comme il y a la crise, on va augmenter les taxes que paient les entreprises ou les PME pour financer les services sociaux. On n'a pas assez de PME solides ou de grandes entreprises solides pour pouvoir utiliser ça. On est obligé d'avoir recours à des politiques keynésiennes pour relancer l'économie. Donc injecter des capitaux pour fournir les services sociaux comme Novici et tout le reste, assurance maladie, assurance santé, et toutes ces choses-là. Et ça crée de l'inflation forcément. Donc nous sommes dans une situation où, moi, je l'ai déjà proposé il y a quelques mois, je ne le redirai pas comme ça, mais il faut peut-être envisager d'augmenter le SMIC à court terme, de peut-être redéployer des programmes comme Novici, et vraiment tout faire
pour qu'on ait un secteur privé national qui se développe rapidement. Pourquoi vous ne proposez pas que les fonctionnaires, par exemple, aient une augmentation de salaire, vu qu'autour d'un seul fonctionnaire, il y a beaucoup de bouches à nourrir, que ce soit dans son cercle immédiat ou reculé dans les fermes? Absolument. Vous savez, il y a plusieurs types de politiciens. Il y a ceux qui vous font des promesses d'ivrogne, c'est-à-dire que comme il n'a pas une responsabilité, il va vous dire même qu'on va tripler le salaire des fonctionnaires, sachant que ce n'est techniquement pas possible. Je suis vice-président de l'Assemblée, je dois tenir des propos responsables. Ce que je propose doit être réalisable, doit être réaliste. Est-ce que dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, on peut faire une augmentation significative des salaires? Si ça fait partie d'un plan d'ensemble, pour stimuler la demande, justement, comme vous semblez vouloir le dire, parce qu'ils ont tout un tas de gens autour d'eux, oui. Mais c'est des discussions qu'on doit avoir derrière des portes closes. Ce n'est pas... La crise économique que nous vivons actuellement n'est pas un sujet dont je veux profiter politiquement. C'est-à-dire que c'est un problème sérieux qui nous concerne tous. Les bonnes idées que nous avons, nous allons les partager avec les ministres pour les peser par rapport à ce qui est possible. Et croyez-nous, opposition comme pouvoir, nous ferons ce qui est possible pour soulager les populations. Parce que nous sommes tous dans le même navire, hein, le navire Togo. Donc je demande aux populations de prendre pas leur mal en patience, rationner, revoyez votre budget, c'est-à-dire l'argent qui est consacré aux loisirs ou aux choses qui sont accessoires comme l'alcool ou des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Gardez cet argent-là pour la nourriture, la santé, l'éducation, des choses qui sont clés, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dans cette crise-là. Vous notez quand même que les salaires sont payés quand même à temps, hein, et même je crois que ce mois de décembre, les gens ont été payés autour du 22 ou du 23. C'est le 22 que les salaires ont été virés. Donc c'est-à-dire qu'en dépit de la... se demandent est-ce que l'État veut faire exprès pour les asphyxier en janvier? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à mesure que la situation se complique, nous sommes obligés de déployer de nouvelles stratégies, pas nous, puisque nous ne sommes pas en capacité, mais le gouvernement est obligé de déployer de nouvelles stratégies pour atténuer l'impact de la Covid. Vous savez, beaucoup de pays traversent cette crise de Covid beaucoup plus péniblement que nous. Mais j'avoue que c'est difficile en ce moment pour le budget, même nous-mêmes, hein, nous-mêmes qui sommes à votre service, c'est difficile, c'est difficile. Et bon, on se tient les coudes, on va trouver des solutions, faites-nous confiance. Bien. Merci beaucoup, honorable député Ali Puy. Et Magloire, le Togo, sur le plan sécuritaire, est parti pour maintenir, sinon contribuer à maintenir la paix au Mali. Et malheureusement, cette année, nous avons ramené 8 cercueils. Le premier cercueil ramené, c'était le feu capitaine Wodjo, que nous avons ramené. Et il y a 2 semaines, nous sommes obligés de ramener encore 7 cercueils. Oui, c'est quand même triste. C'est quand même triste parce que c'est le sang togolais qui a coulé en terre étrangère. Et ça fait toujours mal. Mais quoi qu'on dise, moi je l'avais déjà dit, c'est un peu le prix à payer pour l'engagement du Togo, n'est-ce pas, à asseoir la paix, la sécurité partout où justement cette sécurité ou cette paix-là est menacée. Et donc, ce qui a lieu de faire maintenant, je crois que ça doit beaucoup plus amener parce que l'aménagement, je crois que c'est ensemble une soixantaine de pays qui forment cette force-là. Mais ce qu'on ressent beaucoup plus, c'est que oui, vous savez, même depuis sur les bancs d'école, on nous apprend que les casques bleus sont inoffensifs et qu'ils réagissent en cas de légitime défense. Oui. Mais on se demande jusqu'à quand les gens vont être là pour se faire tuer avant peut-être d'être obligés de réagir. Ou alors ça amène, n'est-ce pas, certains observateurs à repenser à une éventualité, n'est-ce pas, de modification du statut même des casques bleus. Parce qu'avec les terroristes, nous sommes presque en guerre. Et un ennemi qui n'est jamais visible, mais qui est prêt à frapper là où ça fait plus mal et à tout moment, est-ce qu'il faut rester attentif ou jouer à l'attentiste? Il faut attendre pour qu'ils viennent attaquer d'abord. Justement, je crois que non. Cette position actuelle n'arrange pas du tout. C'est ce qui fait que ça donne une bonne marge de manœuvre à ces ennemis de la paix là, de pouvoir agir à tout moment. Je crois que
il est grand temps qu'on mûrisse encore plus les idées pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, du mandat même des casques bleus pour les rendre beaucoup plus efficaces, proactifs, parce qu'il ne sert à rien d'amener des pères de famille, quoi qu'on dise. C'est des engagements que les États ont pris, mais au-delà de tout, c'est des humains, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui vont pour honorer leur nation en terre étrangère. Mais si, parce que leur mandat les maintient dans un vase clos où ils se font tuer comme ça fait mal. Magloire, vous permettez, le temps imparti pour l'émission est terminé, mais avec votre permission, la semaine prochaine, nous allons revenir avec vous et les auditeurs qui n'ont pas eu la possibilité d'appeler parce que les lignes étaient en dérangement. Nous avons attendu le chef de l'État qui devait intervenir, prononcer son discours et pour adresser ses vœux à la nation. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas et parce que les dispositions prises n'ont pas pu fonctionner comme cela se doit. On dit que le message est à 22h. Alors, le message étant à 22h annoncé, nous avons bien voulu avoir le chef de l'État dans cette émission, mais ce n'est que partie remise. Nous osons croire que c'est partie remise et nous reviendrons pour commenter, Magloire, le message, l'adresse des vœux du chef de l'État à l'endroit de la nation la semaine prochaine. Honorable, et 10 secondes, votre mot de la fin à l'endroit de nos auditeurs. Dans ce temps difficile, je nous invite à l'union. Il faut qu'on travaille ensemble pour relever les défis que nous avons. Et je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les Togolaises. Et j'invite le gouvernement à continuer à déployer des filets sociaux. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire pour alléger le fardeau sur lequel ploient les populations. Donc encore une fois, bonne année et bon courage. Merci beaucoup, Sénat Ali Puy, conseiller spécial du président de l'Union des forces du changement et honorable député à l'Assemblée nationale. Vous êtes également vice-président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Merci. Toutes nos excuses pour les imperfections qui sont intervenues dans cette émission de ce jour. C'est la fin de l'année. Nous sommes dans la ferveur de la fête. Très bonne fête chez vous. Nous allons nous présenter les vœux la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine va arriver d'ailleurs très très vite. Boris Tchota, merci. Merci Léonie de Gaulle. Merci à Aménico Hervé. Merci de voir Khaled Taga Sénat. Merci David Chakbera, je m'appelle. Bye bye.